Nteya étymologiquement signifie motif vipère. Et vous allez voir le rapport qui existe entre ces motifs que vous voyez là et les motifs qu'on utilise sur les vêtements. Donc, on traîne à pouvoir tisser, à pouvoir filer le coton pour pouvoir donner ça à l'atelier des hommes qui devaient normalement utiliser pour faire ressortir le tissu que vous voyez, comme vous voyez dans ce même atelier. Les hommes qui utilisaient ces bouts de tissu tissés, si vous permettez la tautologie, pour pouvoir réaliser des accessoires de mode. Allons-y. Alors, en ce qui concerne le prix comme échantillon, pour être présenté, vous allez voir ça tout à l'heure parce que je pense que j'ai ce morceau de tissu là. Et ici là, c'est l'atelier du roi. Nous sommes ici dans les années 1908-1912. Et ça, c'est un tissu qui est sorti tout fraîchement de l'atelier et qui est utilisé non seulement pour les différents rites sacrés, mais aussi pour le corps et qui sert aussi d'ornement. C'est une décoration de la salle où le roi devait recevoir les gens. Alors, nous sommes ici avec la dépouille du roi qui nous fait penser à l'abstraction. Et puis, le quatrième tableau, c'est le tableau de la composition. Comment on compose les motifs pour obtenir un ensemble. Et puis, cette méthodologie est prise dans le livre du révérend Père Angèle Benveille, qui nous parle de ce processus. Et aussi, avant d'y arriver, nous allons essayer de parler de cette petite citation du révérend Père Angèle Benveille qui disait que l'histoire négro-africaine est écrite dans l'œuvre d'art. Et le déchiffrement de cette histoire ouvre une page d'épigraphie singulière et inédite. Il ne peut pas vrai de dire que l'Afrique manque de documents écrits. Ce qui est vrai, c'est que trop souvent nous sommes analphabètes devant son écriture. Et c'est pour cela que nous allons commencer maintenant à parler du sens et de la signification de ces motifs. Alors, ici, là, nous avons un motif qu'on appelle le konki, qui signifie la carapace de tortue, qui est le symbole de l'intelligence. Et on a introduit ce motif dans le tissu noble parce que le peuple, la communauté aimerait que leur roi soit intelligent pour pouvoir agir de façon responsable. L'indulgence des ancêtres afin qu'il ait une place importante dans l'au-delà. Alors, ici, c'est le mariage du roi Joya avec 6 de ses femmes. Joya qui devait épouser 6 femmes le même jour et qui doit être impartial dans la gestion des affaires de la cité. Et c'est pour cela que la carapace de crocodile est entrée dans la cosmogonie Bam. Ici, c'est le mangam qui signifie la réunion migale. La réunion migale qui est le symbole de la divination, de la consultation. Allez-y. Oui, voilà. Vous avez ici la panthère. Et vous avez là un céphale qui est le symbole de la puissance, le symbole de vie, prospérité et virilité. Voilà. Un chef doit être viril. Viril pourquoi? Parce qu'il doit avoir beaucoup d'enfants, il doit assurer la descendance, qui fait partie de la gastronomie. Alors, des concessions pour éviter les querelles foncières. Lance, symbole de la puissance militaire. Et le bloc gauche, le symbole du rassemblement et de la paix. Vous avez là un tissu qui a été offert au premier pasteur
parce que c'était un cadeau pour lui, parce qu'il était nommé pasteur. Voilà, ça c'est le mangam qui ressort de là. Encore qui revient sous une autre forme de représentation. Et vous avez le buffle, qui est un animal royal, qui représente les notables, qui doivent le tissu d'or, mais qui était représenté en Égypte ancienne. Et ces ciseaux-là se retrouvent aussi sur le Togo, du nord-ouest. Donc ça veut dire que, et c'est à ce niveau que nous avons essayé d'établir une théorie que nous avons appelée la théorie de l'atavisme culturel. Comment est-ce que les gens aujourd'hui ont pu représenter des choses venant de leurs ancêtres qui n'ont pas eu, que l'on a contacté directement. Et vous avez une autre petite image. Pour une guise de conclusion, je me pose la question, à qui finalement appartient le nord? Parce que lorsqu'on fait le nord, le tissu tissé n'est pas fait par les peuples graciés. La teinture indigo n'est pas faite par le peuple gracié. Le peuple gracié, donc je dirais tout simplement que le nord, c'est un tissu des peuples d'origine tika, c'est un tissu africain tout court. Merci. Il est très intéressant aussi de constater que les textiles sont capables justement de tisser un lien. Les vieilles mères, les vieux pères, c'est comme ça que nous appelons nos parents d'âge avancé, venaient exhiber le vêtement alors dit de l'obscurité qu'ils avaient porté à cette époque-là. Nous, dans les années 60, nous allions regarder avec hilarité ce défilé de mode de l'obscurité de nos grands-parents. Pourtant, aujourd'hui, à la lueur d'un exposé comme celui-ci, d'une démonstration comme celle-ci, je me rends à l'évidence de ce que nous avons comme urgence de rattraper notre passé patrimonial afin que nous construisions notre futur sur cette base-là. Alors, il y a deux formules de vêtements dans le Cameroun forestier méridional, les régions du centre, de l'Est et du Sud. Il y a d'abord, au plan historiographique, le vêtement qui relève de l'habileté manuelle. Et je fonctionne par ethnolinguistique, c'est-à-dire je vais donner des mots de la langue goulou, des langues étangs, pour que vous compreniez que je ne crée pas. Eh bien, il y a donc d'un côté des vêtements qui relèvent de l'habileté manuelle. Il y a de l'autre côté, des vêtements qui relèvent du ramassage, qui est nu à la naissance. Alors, les camps va d'abord protéger ses parties les plus intimes avec le manja'a. C'est quoi le manja'a? On a prélevé des feuilles qu'on a tissées sous forme de caleçon afin de protéger les parties intimes. Donc, habileté manuelle dans la mesure où on a tissé. Mais ici, nous sommes encore dépouillés. Et puis, l'art du tissage, une fois qu'il a été maîtrisé, a permis que l'on tisse les bouilles. Merci. Les bouilles, c'est la fibre raffia. La fibre raffia qui ne sert plus de vêtement aujourd'hui, mais juste de costume de danse, la danse patrimoniale. Donc, le deuxième vêtement, la deuxième formule en termes de costume, ça a été l'ossoï. On a tissé l'ossoï. J'ai oublié de dire qu'après le manja d'abord, on a dépouillé l'antilope, on a dépouillé la biche, on a dépouillé la gazelle de leur peau pour se vêtir, surtout pendant la saison de l'hivernage que nous appelons Oyom. Il fait froid, on ne va pas rester embrassant sa femme toute la journée pour combattre le froid. C'est l'une des meilleures méthodes de combattre le froid. Alors, on a confectionné un vêtement sans façon sur la base de la peau de bête. Ensuite, donc, on a tissé le tissu
la fibre raffia. Après la fibre raffia, la formule qui va donc être la plus achevée et qu'arbore fièrement aujourd'hui Sa Majesté, c'est l'obom. Obom, au plan étymologique, vient du verbe obom. Bom signifie battre. L'on a battu certaines essences végétales qui ont libéré une grande toile vestimentaire, qui est devenue donc vestimentaire. Vous qui avez reçu ce document, merci beaucoup pour le vêtement. Le tout premier tissu que vous avez vers la dorsale ici, c'est le tissu obom qui est justement taillé et qu'arbore aujourd'hui Sa Majesté. Donc, on a maintenant battu l'obom. Et quand le colon arrive, il trouve effectivement que les gens s'habillent de cet obom-là. Voilà quelques vêtements relevant de l'habileté manuelle. S'agit-il des symboles? S'agit-il du support? S'agit-il des motifs? S'agit-il de la signification des motifs? Et j'aimerais donc dire que le ndom, avant de se retrouver sur le tissu, puisqu'on quand on parle du ndom, on nous renvoie au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, il faut dire que le ndom, avant de se retrouver sur le tissu, a été longtemps utilisé autrement en architecture, en sculpture, en vannerie. Et si nous faisons référence au livre du professeur Angèle Van sur l'art africain, on découvrira que chez les Malgaches, il y a des symboles identiques au tissu ndom, mais non là quand même à Madagascar. Si on prend le losange qu'on a sur le ndom qui renvoie à la fécondité, on va au royaume de Luango au Congo, on se rendra compte que ce même motif, bien qu'étant au Congo, renvoie à la même réalité. Si on va au Nigeria, et même ici chez nous, on prend les statues Baka, on va se retrouver qu'il y a des symboles qu'on a sur le ndom qu'on retrouve sur les statues Baka. Donc il serait intéressant de rappeler que le ndom, avant de se retrouver sur le tissu, a été utilisé autrement. Et je me souviens que dernièrement, Père Sonam, le professeur Kalala Omotunde, nous rappelait que tous les motifs qu'on retrouve sur les pailles africains ont été longtemps utilisés sur les plafonds pharaoniques. Donc il est très intéressant d'explorer toutes ces éventualités avant de se prononcer sur certaines questions aujourd'hui. Donc je voudrais donc dire que avant l'industrialisation du coton au Cameroun à la deuxième moitié du XXe siècle, chez les peuples gracieux, on a utilisé le coton. Pour preuve, si on lit le rapport français du 15 janvier 1919, il est bien mentionné que ces peuples, quand on parle de la zone de Bana, ils tissent du coton et en font leur cabane. Sauf qu'à la différence des peuples Bamou, où le tissage était industrialisé, les autres le faisaient pour des besoins primaires. Donc, il est important de voir toutes ces éventualités et dire donc que c'est à partir du moment où on industrialise le coton avec les espèces qui vont venir de la Chine, des États-Unis, on trouve que la zone sahélienne est beaucoup plus propice. On commence donc à parler de la technique de cotonnade, on va donc regarder tout ça. Mais s'il faut parler du ndom aujourd'hui, je serais d'accord en disant le ndom est un tissu africain, parce que tous les symboles que vous allez retrouver sur le ndom, vous explorez les peuples africains, vous allez retrouver ces symboles. Vous allez revenir au niveau de l'indigo, vous retrouvez l'indigo presque partout en Afrique, et ainsi de suite. Donc voilà ma contribution. Merci. Merci, Madame. We're going to do here, we're looking at our own textile, our own cloth materials that we're able to produce. And I learned about what is coming from up north. I learned about what is coming from Bamu. Somebody has clarified that it covers, because by the time you were talking, identify that with cloths that are coming from the northwest and stuff like that. Identify with the animal kind of skin thing, the issue of the tissue of a material. Yes. It's more of the style. Yeah, but Yes. yes. So we the Sawas, I'm from Sawa, from Sawa region, not from the southwest. So we the Sawas, in reality, in spite of the let's say evolution or mutations, as we call that, modernization that has come, we were used to the raffia and all of the because from the forest, somehow forest material. Yes, oui. But apparently, we are now only on style. Forme à la réalité et à la vérité, qu'elle sera réécrite par les Africains eux-mêmes. Je suis donc très heureux de cette initiative de l'UNESCO qui encourage les Africains par eux-mêmes à parler de l'historicité de leurs vêtements.
l'historicité de leur art pour ouvrir. Parce que le vêtement est d'abord utilitaire, ensuite il s'associe une dimension esthétique. Ce n'est pas à d'autres de nous dire ce qu'a été notre vêtement avant la colonisation. C'est pas non plus à d'autres de nous dire ce que devrait être la perspective en matière de développement. C'est à nous-mêmes. Je suis très heureux de cette initiative. De la Fondation Jean-Félicien Deschamps à Angola pour l'Ouest du Cameroun et de l'espace Monsieur à la radio. Nous avons souhaité pouvoir valoriser les plateformes sociales du Cameroun et le patrimoine textile associé à ces plateformes. Nous sommes dans l'Ouest, nous laissons bien le Nord, mais c'est très important de citer, de valoriser et de engager des recherches autour de notre from the different cultural areas. Our expectations is to sensibilize the students, the researchers, the designers, for them to understand the importance of the traditional textiles here in Cameroon and the particularity of each one of them. De la créativité avec tout ce qu'on a entendu. C'est vrai que nous, on est un peu, peut-être nous qui passons à la fin, on est dans un exercice un peu périlleux, parce que quand on a eu toutes ces grandes têtes pensantes et qu'on vient parler derrière, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vais parler. On a incité les créateurs camerounais lors de dernières collections. C'était un projet qu'on avait fait avec GIZ, Pro-Coton, qui soutient les créateurs fabriques du coton au nord. On avait imposé que chaque créateur devait travailler avec un coton tissé qui venait de Garoua. On a attendu 4 mois pour avoir 10 pagnes, 10 tissus de coton qui venaient du nord, pour la difficulté. Quand on va aller travailler avec le tissu NDOP qui vient de l'ouest, ou voilà, comme on a dit tout à l'heure, on a un problème de qualité. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir la bonne qualité qui va permettre aux créateurs de faire un vêtement qui est vendable. Et je prends des exemples formels. Aujourd'hui, on a Imen ici qui est le premier noir subsaharien à faire partie du calendrier officiel de la haute couture. Imen se procure ses tissus ici au Cameroun. Et la difficulté qu'il a souvent, c'est la faisabilité de ces matières, qui ne donnent pas cette sensation de vouloir continuer. En gros, les artisans ont un véritable problème à la fois de qualité, de perfectionnement, et par exemple un tissu comme celui-ci, que moi-même je porte aujourd'hui, qui est tissé à Fumban, vous ne pouvez pas avoir 30 mètres de ce tissu. On va être sur 2 voire 10 centimètres et en termes de longueur, c'est compliqué.